Et c'est parti à présent pour Enjeu Patrimoine, où nous allons nous poser ensemble toutes les questions en lien avec la gestion de votre épargne salariale. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Catherine Pays-Lenic, directrice générale d'Epsens. Bonjour Catherine Pays-Lenic. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors l'épargne salariale... ça ne concerne pas tout le monde aujourd'hui, ça concerne surtout les grosses entreprises, mais il y a une volonté gouvernementale de développer et de démocratiser cette épargne salariale vers les petites, moyennes ou entreprises de taille intermédiaire. Si on résume ça très grossièrement, c'est cette idée pour l'entreprise de redistribuer une partie de ses bénéfices via de l'intéressement ou de la participation. Et alors, la question qui va se poser ensuite au niveau du salarié, c'est qu'est-ce que je fais de cet argent? Est-ce que je le touche ou est-ce que je le réinvestis dans l'entreprise? C'est grossièrement bien résumé le mécanisme? Oui, grossièrement. Oui, grossièrement, tout à fait. Alors, je rebondis juste sur votre première phrase, à savoir qu'effectivement, les pouvoirs publics, grâce notamment à 2 ambassadeurs qui ont sillonné un peu toutes les régions de France, ont la volonté que les PME, les TPE également mettent en place ce partage de la valeur que permet l'épargne salariale. Donc, au-delà des très grandes entreprises et des ETI, qui effectivement sont quasiment toutes dotées aujourd'hui d'un dispositif d'épargne salariale. Parce que c'est obligatoire, passer à un certain nombre de salariés. Voilà, exactement. L'objectif, c'est maintenant que les TPE, les PME, avec notamment l'abandon du forfait social, donc de charges qui pesaient sur les entreprises, donc de moins de 50 salariés pour toutes et de moins de 250 salariés pour les versements d'intéressement depuis le 1er janvier 2019. Donc tout ça, c'est gratuit pour les entreprises. C'est une pression forte, effectivement, à faire ce partage de la valeur au niveau collectif. Donc, je reviens à votre question. Un épargnant, s'il a besoin de cet argent, effectivement, il peut en disposer. Disposer de sa participation et ou de son intéressement au moment où la prime est versée, généralement d'ailleurs abondée par l'employeur. Ce qui fait donc une épargne d'autant plus importante. Même lorsqu'elle est versée, du coup? Bien sûr, l'employeur choisit très généralement d'abonder la participation et l'intéressement, de faire un abondement unilatéral qui peut être tout à fait significatif. Alors, abondement, une supplémentaire, c'est un don en quelque sorte de l'employeur. Abondement, c'est qu'on va multiplier... on va donner de l'argent en plus des versements que fera l'épargnant. Donc ça, c'est tout à fait positif. Après, on a besoin de son argent, et bien évidemment, on peut en disposer. Oui, alors c'est ça, c'est juste que, pardon, il faut revenir là-dessus, quand on parle d'abondement, c'est quand on a le choix entre toucher la prime, et donc en fait, elle nous est versée au même titre qu'un salaire. Absolument. Là, on a, mettons que la prime soit... Alors, on va parler de ce premier cas d'abord. C'est qu'on touche, mettons, 100 €, on est fiscalisé au même titre que... C'est comme un revenu. C'est comme un revenu, d'accord. Et on le touche, et voilà, ça nous fait une petite prime sur notre salaire. Voilà, tout à fait. Deuxième possibilité, je réinvestis dans l'entreprise, et c'est là où l'abondement rentre en compte, c'est ça? Non, c'est pas un réinvestissement. Quand on dit on réinvestit dans l'entreprise, c'est si vous avez des plans d'actionnariat salarié, qui effectivement se sont multipliés dans les grandes entreprises, où vous investissez dans ce qu'on appelle, un terme un peu barbare, un fonds commun placement multi-entreprise, dans l'actionnariat salarié, donc dans la valeur, dans l'action de l'entreprise, qui soit est cotée en bourse, soit ne l'est pas, et dont la valeur a été calculée à dire d'experts. Donc l'entreprise a une valeur que l'entreprise met en place. Mais il y a aussi beaucoup encore d'entreprises qui n'ont pas ces plans d'actionnariat salarié, mais qui proposent ce qu'on appelle donc des fonds communs de placement multi-entreprises, avec toute une série de ce qu'on appelle rendement-risque, niveau de rendement-risque possible. Oui, parce que là, vu qu'on peut choisir en fait entre différentes entreprises ou différents supports d'investissement, on peut aller sur de l'obligataire, par exemple, vous nous dites. L'entreprise, c'est à l'entreprise en fait de définir avec son teneur de compte, donc par exemple avec Epsens, les fonds communs de placement entreprise qu'elle va mettre à disposition de ses employés, de ses collaborateurs, et très généralement, elle en prend 5, 6 qui sont sur toute cette gamme, en gros, de rendement risque. Donc on part du monétaire, dont dans l'esprit des gens, c'est on préserve son épargne. Le capital, mais on n'a pas de rendement. Les taux du marché monétaire sont négatifs depuis 5 ans. Donc on le préserve. On le préserve. Non, on ne le préserve pas. On en perd un petit peu au passage. Bien sûr. Il faut savoir d'ailleurs qu'on a lancé une enquête récemment où 23% des Français estiment que pour préserver leur pouvoir d'achat, il faut des rendements de 2%. Clairement, on n'est pas avec le taux du marché monétaire. Bon, mais enfin, si on veut acheter une résidence principale dans 3 mois, il vaut certainement mieux aller là-dessus où on a moins de risques. Bien sûr. On peut
sortir à tout moment en se disant globalement... Enfin, Alors, après, il y a des mécanismes, on en parlera, mais en tout cas, on peut se dire qu'on ne doit pas attendre de récupérer une plus-value ou de rebondir. Donc, elle sera de toute façon légère. Ensuite, vous avez l'obligataire, où actuellement, les rendements sont faibles. Et vous avez ensuite ce qu'on appelle les marchés plus risqués, donc les marchés actions, où là, vous investissez, j'allais dire, en bourse, alors soit sur des actions aussi françaises, européennes, des PME ETI, vous avez aussi des fonds en actions PME ETI, ou des actions monde. Et donc là, finalement, en fait, on fait les mêmes choix que si on va ouvrir une assurance vie. Alors, oui, mais alors là aussi, petit résultat de notre enquête, en fait, on s'aperçoit que 52% des Français prennent plus de risques dans leur épargne salariale, avec leur épargne salariale, que dans d'autres placements qu'ils ont. Là, ils sont 32%. Parce que c'est du bonus ou non, parce que c'est du moyen long terme. Parce que normalement, effectivement, pour être défiscalisé, donc ne pas payer d'impôts, vous devez garder cette épargne au moins 5 ans. Que ce soit dans votre plan d'épargne d'entreprise. Voilà, alors parce que vous nous avez parlé de fonds, c'est ce qu'on appelle, pour côté salarié, c'est le plan épargne entreprise qui va être ensuite investi sur les fameux fonds dont vous nous parliez. D'accord, vous avez tout compris. C'est bon, c'est clair. Le plan d'épargne d'entreprise et ou PERCO. Le PERCO, c'est le fameux plan d'épargne, en gros, retraite collective. Bien sûr, donc, qui est quelque part le complément de retraite que peut se constituer si l'entreprise en a un, mais elles en ont de plus en plus. Les encours de PERCO progressent beaucoup. Donc le salarié peut se constituer, parce qu'on sait bien tous que le revenu de remplacement à la retraite, avec la retraite de base et la retraite complémentaire, ça ne va pas... on est de moins en moins misé dessus quand même. Voilà. Donc cette retraite, ce PERCO est débloquable à la retraite. Et depuis la loi Pacte aussi, au moment de l'achat d'une résidence principale, si on le souhaite. Donc c'est pas totalement bloqué. C'est le seul moment, si on veut le débloquer avant la retraite. 2 ou 3 on imagine qu'il y a des gros moments de vie comme... les gros moments de vie, c'est plutôt sur votre plan d'épargne entreprise. D'accord. Là, vous avez un 3e enfant, vous avez des équipements à faire. Un mariage ou autre, ça peut... un divorce plutôt. Il y a des événements heureux et des événements moins heureux. Ils sont tous les deux pris en compte, effectivement. Voilà, mais ils sont pris en compte. Donc vous avez des cas qui sont régulés, réglementés pour le plan d'épargne d'entreprise et pour le PERCO. Mais le PERCO, clairement, c'est pour la retraite. Et alors, ce qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est que quand des entreprises ont des comptes épargne-temps, vous savez, vous ne pouvez pas prendre tous vos congés, vous en mettez dans votre compte épargne-temps, vous pouvez mettre sur votre PERCO 10 jours par an, correspondant à la 5e semaine de congés payés. Il n'est pas question de toucher aux 4 premières. Et ou à des RTT que vous avez. Et donc là, ça veut dire qu'on transforme automatiquement les vacances qu'on n'a pas prises en argent qu'on investit sur le PERCO ou le plan épargne retraite. C'est que le PERCO ou le plan épargne retraite également? C'est le PERCO. Uniquement le PERCO, d'accord. Oui. Voilà. Et donc là, vu qu'on est sur des horizons de placement beaucoup plus longs, puisque évidemment on attend la retraite, ou alors le plan épargne entreprise, on ne peut pas en sortir quand on veut, donc ça reste du moyen terme au minimum. Exactement. Là, les gens du coup prennent plus de risques dans l'investissement. Ils en prennent plus, toutes choses égales par ailleurs. 52% prennent plus de risques, ça ne veut pas dire, ils prennent des risques quand même modérés. Après, tout va dépendre aussi de votre profil. Si dans la vie, vous êtes quelqu'un d'un naturel très prudent, il est rare que... d'un coup d'un seul, vous vous mettiez à aller sur les actifs les plus risqués. En revanche, donc tout dépend de vos projets, de votre profil. C'est j'allais dire, une savante combinaison des deux qui doit vous permettre de définir votre allocation de placement. Enfin, je pense que c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Rapidement, vous nous avez parlé de la fiscalité. Si je reviens au schéma initial, j'ai cette fameuse prime. Si je la touche directement, donc j'ai une fiscalité dessus. Si je la réinvestis, donc ou si je la place, on va plutôt dire si je la place. Là, il n'y a pas de fiscalité dessus puisque ça n'est pas un salaire. Non, tout à fait. Vous n'avez pas d'impôt qui sera à payer sur cette épargne. Et lorsque j'achète une résidence principale et que du coup j'ai la possibilité de faire sortir cet argent-là, c'est de la même façon. C'est un cas de déblocage anticipé. Donc il n'y a pas de fiscalité. Non plus. Et alors, ce fameux abondement dont vous nous parliez, alors cet abondement, donc, là, c'est selon les entreprises. D'accord, c'est pas quelque chose de généralisé. Non, c'est pas généralisé. Ceci peut expliquer aussi, quand vous avez de l'abondement, que vous soyez moins préoccupé par votre rendement. D'accord. Donc, du coup, que vous preniez plus de risques. Parce que quelque part, vous vous dites, eh bien, mon employeur, de toute façon, il a mis de l'argent, donc c'est un petit il y a un petit effet de levier qui peut potentiellement... Ça peut jouer. Et certaines entreprises, d'ailleurs, nous disent que
que l'abondement, c'est quelque chose évidemment de très positif, qu'attendent beaucoup les salariés, mais qui peut avoir quelque part ce petit biais qui fait que du coup le salarié ne réfléchit pas trop à la destination de ses placements. Et alors pour conclure, Catherine Pays-Lenic, très rapidement, Epsens suit ces sujets-là de très près et vous avez publié une étude, je crois, il n'y a pas longtemps, qui montre que l'épargne salariale, une majorité de Français connaît, mais alors le mécanisme en détail, là c'est beaucoup plus compliqué. Exactement. Et d'où le fait que, et c'est ce qu'on essaye de faire, et c'est pour ça que je me suis levée tôt ce matin, pour venir nous voir. qu'il faut faire beaucoup de pédagogie. Donc vis-à-vis, j'allais dire, des RH, des personnes qui sont nos interlocuteurs directs, bien sûr, mais également aider ceux-ci dans l'information, dans la communication qu'ils donnent à leurs salariés. Bien sûr. Parce qu'un DRH, il a plein de sujets à traiter. C'est pas le tout que le mécanisme soit là, il faut ensuite qu'il soit utilisé. Voilà, tout à fait. Donc il faut lui préparer ce qu'on appelle des foires aux questions, en quelque sorte, qu'il va pouvoir soit gérer lui-même, soit qu'on l'aide à mener. On l'accompagne aussi sur ces sites pour répondre aussi aux questions des collaborateurs. Merci beaucoup Catherine Pays-Lenic. C'est beaucoup plus clair du coup tout de suite ces mécanismes d'épargne salariale. Je rappelle que vous êtes directrice générale d'Epsens. Quant à vous, je vous propose de nous retrouver tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine.